Bonjour et bienvenue pour cette 4e et dernière émission du Monde Cities sur les mobilités de demain. Aujourd'hui, nous parlons accessibilité. 3 chiffres pour planter le décor. Le premier, c'est 2 millions de personnes en France se déplacent en fauteuil roulant. Le deuxième chiffre, c'est 12 millions de personnes en situation de handicap dans notre pays. Et le troisième, c'est 9 personnes sur 10 éprouvent à un moment ou à un autre des difficultés de déplacement, et cela pas seulement parmi les personnes en situation de handicap. La ville accessible à tous, est-ce une utopie ? On va le voir en reportage, on va en débattre en plateau. Nous sommes ensemble pour une demi-heure. Une marraine et un parrain pour nous accompagner pendant ces 4 émissions. La marraine, c'est Nathalie Appéré. Bonjour. Bonjour. Maire de Rennes depuis 2014, présidente de Rennes Métropole depuis 2020. Michel Lusseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, vous travaillez sur l'organisation de l'espace urbain. Je rappelle que ces chroniques de Géo Viral rédigées pendant le confinement, le premier confinement, sont votre dernier ouvrage paru, mais il y en a bien d'autres. Vous nous accompagnez donc tout au long de ce cycle d'émissions. Et puis dans quelques minutes, on va retrouver en haut des marches Olivier Razemont et Charlotte de Villemorin. Mais avant, pour lancer le débat, je vous propose de faire le point avec la journaliste Claire Duhamel. Alors Nathalie Appéré, j'espère que vous ne nous en voudrez pas trop. On est descendu un petit peu au sud de Rennes, dans une ville qui a été classée 3e du classement des villes où il est le plus facile de circuler. Il s'agit de Nantes. Je précise que Rennes est arrivé juste devant, 2e, et que c'est Grenoble qui est en tête du classement. La vidéo de Claire Duhamel. Il y a certains quais, comme un quai de tramway, qui sont encore trop bas. Rester chez soi dans un bel appartement tout neuf, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pouvoir cheminer comme tout le monde. En France, pouvoir se déplacer librement dans les transports en commun, c'est un droit. Mais pour les personnes en situation de handicap, comme Jean-Pierre, les déplacements en ville sont parfois un vrai parcours du combattant. Vous penserez à la palette ? Ouais, mais il faut sortir la palette. Merci. Comment concevoir le transport du futur? C'est l'idée que ce qu'on fait pour les personnes en handicap, en termes de mobilité, on le fait pour tous. Je suis à Nantes. Selon l'Association des paralysés de France, c'est l'une des villes de France les plus accessibles en matière de transport. Ce qui définit Nantes, c'est l'ouverture, la culture et l'accessibilité universelle. Jean-Pierre a 54 ans, il est handicapé moteur depuis sa naissance. Je suis né à 6 mois et demi, grand prématuré. Il est engagé associativement pour la défense des personnes handicapées et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il connaît par cœur les transports de sa ville. On va se trouver avec la ligne de tramway coupée et on va être obligé de prendre des bus relais tram. Dans ce premier tram, il y a 2 portes accessibles aux personnes à mobilité réduite. Merci beaucoup. Et des espaces réservés à l'intérieur. Quelque chose qui est très important pour nous, on a un bouton spécial pour personnes handicapées, pour ouvrir les portes, pour ne pas aller le chercher, pour ceux qui ne le peuvent pas, sur la porte. Aujourd'hui, il y a obligation dans tous les transports en commun, quels qu'ils soient, d'avoir la possibilité visuelle du nom de l'arrêt et surtout, pour les non-voyants, d'avoir un système audio qui annonce l'arrêt. Et pour qu'un transport soit considéré comme vraiment accessible, il faut aussi que ces stations respectent des normes. Des trottoirs larges et des bords adoucis, un quai haut pour que l'accès au tram ou au bus ne soit pas trop pentu, et des bandes en relief sur le sol pour les non-voyants. À Nantes, 72% des gens se disent satisfaits de l'accessibilité des transports en commun, alors qu'à Paris c'est 26% et à Marseille seulement 16%. Ces chiffres, ils viennent de cette enquête publiée en 2020. L'accessibilité des personnes en situation de handicap, ça concerne les transports, mais aussi les logements, les commerces, lieux publics ou médicaux. Et parmi les villes modèles, il y a donc Nantes, ainsi que Grenoble ou Rennes. Et en queue de classement, Paris et Marseille. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne mieux à Nantes qu'ailleurs ? La force de Nantes et des clés de sa réussite, c'est ce triptyque gagnant entre les associations du secteur du handicap, dont APF France Handicap, qui font remonter les besoins des personnes en termes de mobilité. Ensuite, les élus qui prennent des décisions qui vont dans le sens d'une accessibilité universelle, avec des techniciens qui sont formés sur les questions d'accessibilité, qui mettent en œuvre les décisions prises.
L'idée, c'est pas faire sans les personnes concernées, pas parler à la place d'eux. Et c'est pour ça que sur des gros investissements que sont les transports et les mobilités, ça paraît essentiel en fait de demander aux personnes en situation de handicap leur vécu, leur quotidienneté, que chacun puisse prendre part à la fabrique de la vie en fait. Alors Jean-Pierre est consulté régulièrement pour tester les nouveaux projets d'aménagement. Je suis bénévole, mais au moins je me couche le soir et je me réveille le matin et je suis content des biens que j'ai pu faire dans ma ville. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout est parfait. L'accessibilité se joue partout et tout le temps. Tiens, par exemple, en pleine interview dans le tram. Font en sorte. Derrière Jean-Pierre, il y a une poussette. Il doit descendre pour la laisser passer. Et alors que les portes se referment, le passant aide Jean-Pierre à remonter la pente trop haute de ce tram. Oh là là. Attendez. Merci monsieur. Régulièrement, les gens nous aident à monter parce qu'on galère. J'aurais très bien pu me retrouver sur le quai et vous-même dans le tramway. À l'échelle de la France entière, notre pays a encore beaucoup de progrès à faire en matière d'accessibilité. Dans l'histoire récente, il y a eu 2 lois à ce sujet. 1975 et 2005. Mais chacune a été très difficile à faire respecter. Avant 1975, c'est simple, en matière d'accessibilité, il n'y a aucune norme. Mais cette année-là, un texte pose les bases d'un nouveau cadre législatif. Il stipule par exemple: afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif. Le problème, c'est qu'il va falloir attendre des années avant que les nouvelles normes ne soient vraiment respectées. Au final, cette loi-là, même si elle existe, concrètement, on n'a pas vu beaucoup de choses se réaliser pour prendre en compte justement l'accessibilité pour toutes et tous. Donc la loi de 2005, au contraire, elle donne des obligations. On donnait 10 ans, notamment en termes de transport, pour rendre le réseau de transport urbain et même régional ou départemental à l'époque accessible. Mais 16 ans plus tard, les associations estiment qu'à cause d'un trop grand nombre de dérogations, beaucoup des objectifs ne sont aujourd'hui toujours pas atteints. Par exemple, une exception a été ajoutée à la législation en ce qui concerne le transport souterrain, ce qui explique pourquoi le métro de Paris est encore très peu accessible. Grenoble, donc, première métropole française en termes d'accessibilité pour les personnes handicapées, avec 30% d'habitants qui déclarent n'être jamais ou rarement gênés dans leurs déplacements. Et donc, en numéro 2, Rennes, Nathalie Appéré. Quelles sont les clés pour agir? On en a vu un certain nombre dans le reportage sur Nantes. C'est d'abord de l'argent, d'abord de l'ingénierie, d'abord de la conviction, c'est quoi? Je dirais que c'est d'abord une volonté. La volonté de construire, de faire vivre une cité la plus inclusive possible, où chacun, quel que soit son handicap, puisse trouver service, puisse trouver opportunité, puisse trouver matière à s'épanouir. Et ça se décline dans la mobilité comme sur l'ensemble des champs de politique publique. Ensuite, pour moi, c'est aussi une méthode. Parce que je ne suis pas sûre qu'il s'agisse d'ingénierie, c'est souvent des solutions qui peuvent être techniquement assez simples, mais par contre une méthode sur comment est-ce qu'on est capable de travailler avec les usagers, avec les associations. Il y a dans le monde du handicap beaucoup d'associations structurées qui sont des aiguillons pour les élus que nous sommes. Et quand on se met autour de la table, on est capable ensemble d'élaborer des priorités, de trouver des solutions, de s'ouvrir aussi à toutes les formes de handicap, parce qu'il y a les questions d'accessibilité personnes à mobilité réduite, mais il y a aussi le handicap cognitif. Comment on fait pour se repérer dans le métro quand on n'a pas accès à la lecture? Comment est-ce que, pour certains, il peut être difficile d'éprouver une ambiance de transport en commun? Comment est-ce que la ville, dans les mobilités du quotidien, transport mais pas uniquement, s'adapte à la déficience visuelle? Enfin, c'est aussi votre métro, justement, avec l'expertise d'usage
des usagers, des habitants, qu'on arrive à construire cette ville inclusive, y compris dans les transports. Notre métro, il est totalement accessible. Nathalie Appéré, voilà. Vous êtes, alors moi je le mémorise en me disant, vous êtes la plus petite des grandes villes à avoir 2 lignes de métro. Il semblerait qu'il y ait Lausanne, mais par ailleurs, la deuxième ligne de métro arrive effectivement très bientôt. Tout est entièrement accessible. Donc c'est possible. De même que le réseau de bus l'est quasi intégralement. En parallèle, des solutions de mobilité plus individuelles qui sont développées pour des personnes qui ont des besoins spécifiques. Donc c'est à la fois répondre aux besoins spécifiques, mais faire en sorte que ce soit le plus accessible pour le plus grand nombre dans les espaces communs. C'est pas des espaces à part pour les personnes en situation de handicap, c'est les personnes en situation de handicap qui vivent totalement la ville. Et parce que derrière une personne en situation de handicap, il y a aussi une mère de famille qui va pouvoir avoir du mal avec une poussette, une personne âgée qui peut être en difficulté à un moment donné de sa vie. Donc la ville accessible à tous, elle bénéficie au plus grand nombre. Voilà, donc un métro accessible à tous, c'est possible. Ceci est un message pour les Parisiennes et les Parisiens qui croient que ça n'existe pas. Ça existe à Rennes. Voilà. Bon, c'est un peu démago ce que je dis là, parce qu'évidemment, c'est entre guillemets plus facile quand c'est pensé depuis le début, quand ça n'a pas été pensé. Mais enfin, quand même. Michel Lusseau, l'accessibilité, ça ne concerne pas seulement, Nathalie Appéré vient de le dire, les personnes en situation de handicap. C'est aussi, et là je m'adresse aux géographes de manière plus théorique, c'est au fond la définition même de la ville, l'accessibilité. C'est l'endroit où on va se retrouver. Bien sûr, réfléchir à l'accessibilité comme un des composants de la mobilité, c'est réfléchir à la vie urbaine, peut-être même à la vie tout court. Vous savez, Georges Perec, dans Espèce d'espace, disait « Vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant de ne pas trop se cogner ». Finalement, il mettait en avant une problématique d'accessibilité au cœur même de l'expérience anthropologique. Je crois que c'est profondément vrai. Si nous essayons de réfléchir à ce que sont nos vies au quotidien, dans les différents territoires que nous avons à connaître, nous avons en permanence à régler des problèmes d'accessibilité. Alors ces problèmes sont évidemment accentués dans certaines conditions, pour les personnes en situation de handicap, bien sûr, mais aussi, comme Nathalie Appéré l'a signalé, pour des personnes qui peuvent, pour un moment ou un autre de leur existence, être confrontées à des difficultés d'accessibilité particulières. Et chacun d'entre nous, chaque jour, nous pouvons faire ce type d'expérience, ce genre d'expérience. Ne serait-ce que si nous nous foulons la cheville, ou si nous avons tout simplement un problème d'encombrement. Nous avons trop de paquets, des enfants à nous occuper, ou si nous avons un âge qui fait que nous avons besoin une personne âgée, un vieux parent que nous devons conduire chez un médecin. Donc cette question de l'accessibilité, comme toutes les questions urbaines, vous savez Emmanuel, cette question de l'accessibilité doit être abordée non seulement comme une question de technologie, d'aménagement, d'ingénierie, mais doit être analysée comme une question fondamentalement politique parce que ça engage une réflexion sur la vie en société, sur la manière dont chaque individu peut vivre dans un territoire sa vie avec les autres. Donc c'est pour ça que c'est une question passionnante. Éminemment politique. Nathalie Appéré, Michel Lusseau, on va se retrouver dans quelques minutes. Pour le moment, on va prolonger la conversation avec Olivier Razemont et Charlotte de Villemorin. Le temps de donner la parole à Philippe Croizon. Philippe Croizon a été amputé de ses 4 membres suite à un accident. Vous avez probablement entendu parler de lui parce qu'il a réalisé des exploits sportifs tout à fait impressionnants et notamment il a été le premier dans sa situation à traverser la Manche à la nage. Alors on lui a demandé si à ses yeux la mise en accessibilité des villes allait, comme lui, toujours plus loin, toujours plus vite. Vidéo. Pour moi, le message actuel, c'est on a bien travaillé jusqu'à maintenant, mais peut largement mieux faire. Largement mieux faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore dans notre société, c'est mon sentiment, on est une société de pansement. C'est-à-dire qu'on ne va pas réaliser des gros travaux. On va réaliser des petits travaux, on va faire des petits trucs à droite, à gauche qui ne vont pas coûter très très cher et on va faire croire aux gens qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va faire de la communication sur un truc qui est, ça vaut 2 balles, quoi. Et qu'on n'a pas mis de gros chantiers. Moi, j'aimerais bien un Grenelle de l'accessibilité, par exemple. Voilà, mettre tous les citoyens autour de la table et dire, voilà, comment est-ce qu'on peut améliorer l'accessibilité. Vous savez, il y a eu une erreur qui a été faite extraordinaire quand il y a eu la loi de 2005 sur le handicap. On a mis l'accessibilité avec le handicap. Et ce qui a été contre-productif. Parce qu'aujourd'hui encore, les citoyens nous disent, oui, c'est plus grâce au handicap que c'est accessible, c'est à cause, parce que ça a coûté cher. Combien de commerçants, j'ai entendu des commerçants dire à cause des personnes handicapées, il a fallu que je fasse ça et ça et ça. Ce qui est terrible.
Ce qui est terrible parce que le commerçant, en vérité, grâce à l'accessibilité, il a gagné à peu près 10% de chiffre d'affaires supplémentaire. Mais ça, il ne le dit pas. Parce que l'accessibilité, c'est pas seulement pour les personnes handicapées, c'est pour les parents avec des poussettes, c'est pour le livreur, c'est pour tout le monde. Regardez une gare SNCF qui est devenue accessible. Ben, bizarrement, les gens qui descendent du train avec leurs valises ne prennent plus les marches, ils prennent la rampe. c'est bien que l'accessibilité est universelle du coup. Et donc, si j'étais au décisionnaire aujourd'hui, je crois que je mettrais le paquet sur un Grenelle de l'accessibilité et de la communication à tout va sur le changement de regard de notre société, sur les personnes à mobilité réduite, sur les personnes capables autrement. Pourquoi des villes comme Nantes, Grenoble, ils sont arrivés? On est heureux de vivre dans ces villes-là. Et pourquoi des grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, on n'y arrive pas, quoi? C'est bizarre. C'est des travaux de voirie. C'est pourquoi, quand on refait des travaux sur la voirie, on met pas des acteurs concernant le handicap autour de la table pour dire, OK, vous allez faire les travaux, OK, vous allez faire ça, ça. Oui, mais alors attention. Pensez aux non-voyants. Ah oui, attention, pensez aussi à ceux qui sont en fauteuil. Pensez aussi à ceux qui sont sourds. Voilà. C'est de la logique, quoi. Un Grenelle de l'accessibilité pour sortir de la société du pansement. Charlotte de Villemorin, bonjour. Bonjour. Vous avez créé avec Rémi Zone une start-up qui s'appelle Willis, qui est spécialisée dans la location de voitures aménagées entre particuliers. Willis qui, en 2020, comptait une équipe de 10 personnes, un parc de 1500 voitures. Vous avez différents partenariats, notamment un avec la Maïf. On va y revenir. Vous êtes, quand même, on va présenter India. Qui est India? India, c'est mon chien d'assistance. C'est des chiens qui ont été dressés pour aider les personnes en situation de handicap moteur. Du coup, elle me suit partout et elle me permet de faire plein de gestes avec sa gueule et ses pattes que moi, je ne peux pas faire avec mes bras. Donc, c'est un peu mon autonomie. C'est votre autonomie et donc sur la mobilité, c'est quand même une alliée précieuse. Olivier Razemont, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, auteur de nombreux ouvrages. Je ne vais pas citer le dernier, je vais citer Chronique impatiente au singulier de la mobilité quotidienne qui était sorti aux éditions Rue de l'Échiquier, c'était en 2019. Charles de Villemorin, Philippe Croizon, avant de raconter l'histoire de Willis, je voudrais juste vous interroger là-dessus, déplore que même des politiques en faveur de l'accessibilité, donc des politiques plutôt vertueuses, il déplore que ces politiques se fassent en culpabilisant les personnes handicapées. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Est-ce que vous avez l'impression que sans arrêt, aujourd'hui encore, 16 ans après la loi de 2005, on vous culpabilise? Je trouve quand même que c'est de mieux en mieux. Et globalement, je pense que les gens sont plutôt bienveillants et se rendent compte que c'est une vraie injustice et qu'il y a une vraie fracture dans la société dès que quelqu'un est privé d'accéder à un endroit. C'est une personne qui est privée de sa citoyenneté. Et les gens s'en rendent compte. Personne n'est aveugle, personne n'est inhumain là-dessus. En revanche, c'est vrai que je pense que c'est un réflexe parce que c'est difficile de changer. C'est difficile de changer ses habitudes, de changer son environnement. Je pense que cette friction, elle est assez naturelle. Mais oui, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Je pense qu'il y a deux choses. Moi, ça m'arrive régulièrement, par exemple, de plus oser passer devant quand il y a une queue devant pour prendre l'ascenseur dans les gares. Parce que c'est vrai, Philippe Croizon le disait dans le reportage. Vous êtes largement les gens prennent plus que prioritaire. Hein. Oui, mais pourtant, les gens parfois râlent. C'est vrai, ça arrive vraiment. Et c'est très culpabilisant, même pour nous qui sommes en situation de handicap, de se dire peut-être que j'ai un passe-droit. Ça arrive vraiment. Et ça vous arrive de renoncer? Ça m'arrive d'être gênée, mal à l'aise, de ne pas me sentir légitime. Et c'est vrai que ça, c'est un sentiment que je ne suis pas la seule à ressentir. Et je pense qu'il y a le sentiment de culpabilité dont parlait Philippe Croizon. Il y a aussi, je pense, beaucoup d'ignorance, parce qu'en fait, on ne voit pas les personnes en situation de handicap, parce que la ville n'est pas adaptée. Donc, on ne se rend pas compte qu'en fait, ça concerne beaucoup plus de gens que ce qu'on croit. Et moi, ça m'arrive souvent de parler avec les commerçants et de leur dire, mais voilà, pourquoi votre bar, il n'est pas accessible? Bah oui, mais ça ne sert à rien que je fasse des travaux. Il n'y a jamais personne en fauteuil. Et pour cause. Voilà, exactement. Et vous voyez, c'est un cercle vicieux. Et les gens sont privés aussi de visibilité parce qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Et ça, c'est un vrai problème. Et bien sûr. Olivier Razemont, je vois un peu la mèche, mais vous aimez dire, vous l'avez déjà écrit, que quand on pense l'accessibilité, pour des personnes en situation de handicap, à mobilité réduite,
on pense l'accessibilité de la ville tout court. On le fait. Alors, ça a été dit, et c'est souvent dit de cette façon, mais je voudrais donner un exemple. On a vu le tramway de Nantes. C'est intéressant, le tramway de Nantes. Alors, on voit qu'à certains endroits, c'est un tramway... C'est limite. Oui, mais parce qu'il y a 3 marches à monter. Et effectivement, c'est le premier tramway de la nouvelle génération de tramway dans les années 80 qui est arrivé en France. Et ensuite, il y a eu celui de Grenoble. Et à Grenoble, ils se sont dit, on va faire un tramway accessible, y compris aux personnes en fauteuil roulant. Et donc, ils ont fait ce qu'on appelle des planchers bas, qui sont à un niveau qu'on voit un peu aussi à Nantes, parce que maintenant, il y en a, mais qui sont au niveau du quai. Et alors, en fait, quand on fait ça, au départ, en tout cas, les moteurs peuvent être moins puissants, et donc le tramway va moins vite. Mais on s'est aperçu qu'en fait, le tramway de Grenoble, accessible avec plancher bas, allait en fait aussi vite qu'un tramway avec plancher haut, pour une raison simple, c'est que dans les portes... Comment ? Il s'arrête moins longtemps. Il s'arrête moins longtemps. Lorsque les portes s'ouvrent, et les valides passent, repassent, et il s'arrête, au lieu de s'arrêter à chaque station, peut-être 45 secondes, il s'arrête 25 secondes. Et donc, en fait, on y a gagné, non seulement en accessibilité générale, en temps, et puis aussi en énergie, parce qu'on en dépense moins pour faire fonctionner le tramway. Donc, en fait, c'est tout bénéfice. Donc, ça veut dire que, alors, c'est pas forcément à chaque fois, mais ça veut dire que quand on regarde les choses différemment, avec d'autres yeux que celui que souvent les hommes valides ont, eh ben, on renverse les choses et on peut arriver à des situations étonnantes. Charlotte de Villemorin, vous êtes entrepreneur, je ne sais même plus comment on dit maintenant. On ne sait plus, c'est pas grave. Vous entreprenez, vous avez créé une start-up créatrice d'entreprise, elle s'appelle Willy's. Un mot sur ce qu'est Willy's, j'ai tenté de résumer, mais aussi l'histoire de Willy's. Alors, Willy's, c'est le premier site de location de voitures aménagées, donc aménagées d'une rampe ou d'un poste de conduite adapté pour les personnes en fauteuil, entre particuliers. Ça permet à un propriétaire, que ce soit un particulier comme moi, un établissement médico-social, un transporteur, une association qui a une voiture aménagée, qui s'en sert pas tous les jours, de la louer à quelqu'un qui est en fauteuil parce qu'il est en situation de handicap, parce qu'il est âgé et qu'il a besoin de se déplacer pour pouvoir partir en vacances, en week-end, etc. C'est un peu comme d'autres sites de l'économie collaborative dédiés à la location de voitures entre particuliers. Sauf que celles-ci ont ces équipements très particuliers. C'est vraiment très spécifique sur la question du handicap. Et en fait, c'est vrai que c'est pas très révolutionnaire comme concept, et pourtant, ça n'existait pas. Oui. Et ça paraît évident. Moi, j'étais très étonnée de voir que ça n'existait pas quand j'ai eu besoin un jour d'une voiture. Je me déplace souvent en train. Et parce que vous vouliez faire la fête quand même, il faut avouer les choses là. Je dirais que j'étais invitée au mariage d'une de mes amies dans le sud de la France. Elle avait fait attention à ce que tout soit parfaitement accessible sur place. C'était plutôt délicat de sa part. Sauf qu'en fait, j'avais aucun moyen de me déplacer de la gare, d'arrivée du train jusqu'au lieu du mariage. Pas de transport en commun accessible, pas de taxi adapté, pas de... rien du tout. J'étais bloquée. J'ai pas pu y aller. Et je me suis dit que c'était vraiment hyper dommage parce qu'il y avait forcément quelqu'un qui avait une voiture aménagée dans la région et qui aurait pu me la prêter ou me la louer. Mais il fallait créer ce réseau, cette communauté. Et du coup, j'ai décidé qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Et que du coup, c'est comme ça que j'ai démarré Willy's. Vous nous avez quand même dit dans un portrait que Le Monde vous a consacré il y a quelques mois que l'entreprise se développait au prix, je vous cite, d'un combat quotidien. Ce n'est pas facile, nous aviez-vous confié, d'affronter le regard des autres quand on y lit un soupçon d'incompétence. Oui, c'est vrai que dans le monde du travail, il y a toujours un peu un vieux préjugé comme quoi les personnes en situation de handicap sont moins compétentes, comme quoi elles sont plus fatigables, qu'il faut faire l'effort de s'adapter. Alors oui, il faut s'adapter, mais en fait, on doit tous s'adapter en permanence à tout le monde. Et c'est vrai que j'ai vécu ça très douloureusement au tout début, où j'ai tout simplement vécu le refus dans une banque qu'on m'ouvre un compte bancaire dédié aux professionnels. Parce que la personne en face de moi était convaincue que j'étais complètement folle et que je voulais en fait un compte particulier pour mettre mes petits sous, voilà, et que j'étais incompétente et que je ne pouvais pas, en aucun cas, décider de créer une entreprise. Et en tout cas, en avoir les compétences. Et dans le monde de l'entreprise, c'est un vrai problème. Là aussi, les mentalités évoluent. Et je trouve quand même qu'il y a un message de plus en plus positif et constructif qu'on véhicule beaucoup dans les médias, et c'est très important. Mais ça existe encore et c'est toujours un peu humiliant.
Olivier Razemont, quand Charlotte de Villemorin s'entend dire quelque part c'est impossible, c'est quelque chose que vous croisez dans vos enquêtes sur les questions de mobilité, tous azimuts, des acteurs qui vont vous dire bon non, ça c'est pas possible, et ça vous énerve. Oui, non, mais des gens qui expliquent qu'ils peuvent pas prendre la voiture, qu'ils peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture pour faire 3 km dans une ville voilà, dotée de tramways, de métro et de vélos, on l'a tout le temps. C'est impossible, comment je vais faire, etc. Non, en fait, ils peuvent tout à fait, mais il y a juste un petit truc à changer. Non, là, il y a vraiment une impossibilité, et donc ça permet de relativiser et de mettre en perspective ce qui est vraiment impossible et ce qui est de ce qui n'est pas vraiment, en fait. Moi, ce qui m'inspire dans Willy's, c'est que d'abord, c'est l'autopartage, tout simplement, et donc c'est l'utilisation rationnelle de cet objet. Alors, en l'occurrence, un objet voiture qui est adapté avec parfois conduite adaptée, parfois une rampe, mais en fait, finalement, l'objet voiture en tant que tel, lui aussi pourrait, et il l'est déjà, il y a d'autres sites, vous l'avez dit, mais être également partagé entre... il y a des sites comme ça d'autopartage entre particuliers, et je trouve ça intéressant parce que ça amène à rationaliser. C'est-à-dire qu'on a un objet là qui, la plupart du temps, ne sert à rien. Il est à 95%, il est juste garé. Garé, et là, il peut servir à d'autres personnes, et je trouve que c'est une bonne manière d'envisager la mobilité. Olivier Razemont, j'ai fait un tout petit peu d'archéologie, et j'ai retrouvé un article que vous aviez publié dans Le Monde, évidemment, mais en 2010, qui était intitulé « Le quotidien des handicapés relève toujours du parcours du combattant », article sur les mobilités, c'est votre grande spécialité. Quand même, dans bien des cas, le titre vaut toujours. Qu'est-ce qu'il faut engager? Qu'est-ce qu'il faudrait engager de plus fort pour le faire mentir, votre titre? Je me souviens de cet article, j'ai rencontré une dame qui était à la poste de Pantin, et qui était en fauteuil, et qui disait, en fait, c'est bien, il y a une rampe qui permet d'arriver à la poste, parce qu'il y a des escaliers sinon, donc il y a une rampe, mais une fois qu'on est en haut, il y a une lourde porte qui s'ouvre vers l'extérieur. Donc en fait, comment je vais faire pour l'attraper? Donc il fallait qu'elle appelle quelqu'un qui vienne ensuite lui ouvrir la porte. Ensuite, elle entrait dans la poste, et puis c'était compliqué parce que les tables étaient au niveau de quelqu'un qui est debout, et donc pas à son niveau à elle. Et donc en fait, ce que j'en ai retenu, c'était qu'il y avait parfois des bonnes volontés, l'envie de faire des choses, on met des rampes, on fait 2-3 choses, et parfois ça fonctionne, et parfois ça aide. Mais le parcours complet n'est pas pensé. Et en termes de transport, on a tout le temps des choses comme ça, absolument tout le temps. Le trottoir, tout simplement, le beau trottoir qu'on fait, et puis qui s'arrête à un moment, ou qui débouche sur un tout petit trottoir pavé sur lequel il est compliqué, évidemment en fauteuil roulant, mais aussi avec une poussette, mais aussi tout simplement de marcher. Et ça, on le trouve absolument partout. C'est quand on pense au trottoir, on pense pas au carrefour. Et rarement on envisage l'ensemble du parcours d'une personne, quel que soit d'ailleurs son mode de déplacement. La plupart du temps, on l'envisage souvent quand c'est en voiture, parce qu'on pense encore tout voiture dans la société d'aujourd'hui. Charlotte de Villemorin, l'argument de l'accessibilité pour tous à partir du prisme des personnes en situation de handicap, ça vous énerve pas un peu? Ça vous révolte pas? Parce que finalement, enfin, je veux dire, vous n'êtes absolument pour rien dans la situation qui est la vôtre, c'est une injustice que vous portez dans votre existence. Elle pourrait être prise en compte pour ce qu'elle est, et pas pour que des mamans avec des poussettes ou des papas avec des poussettes puissent plus facilement monter et descendre d'un trottoir. Oui, c'est vrai, mais au final, ce qui compte, c'est que je puisse accéder. À la limite, pourquoi j'y accède et pourquoi je... Vous êtes une grande pragmatique. Non, mais en fait, ça me fait beaucoup rire, parce que je trouve que de plus en plus dans les villes, avec toutes les mobilités alternatives, douces, etc., je vois de plus en plus de gens sur des roulettes. Ouais. Et c'est vrai, tout le monde se met sur des roulettes, et du coup, les gens se mettent à faire l'expérience de la ville quand on est sur un petit engin individuel, motorisé, électrique, comme mon fauteuil. Et ils râlent parce qu'il y a des trous dans la chaussée, parce que les trottoirs ne sont pas abaissés. Moi, j'ai grand espoir que la ville devienne accessible grâce à tous ces gens qui font de la trottinette électrique, finalement. C'est peut-être mon salut, j'en aurai peut-être... grâce à la trottinette électrique, j'en sais rien. C'est quand même d'un bel optimisme, Charlotte de Villemorin. Le mot de la fin, on va retrouver dans quelques instants Michel Lusseau et Nathalie Appéré pour clore cette émission. Mais s'il y avait une décision à faire, une priorité absolue pour aller dans cette direction de l'accessibilité. En introduction, je demandais à Nathalie Appéré, est-ce que c'est l'argent, est-ce que c'est la méthode, de votre point de vue, ce serait quoi? Charlotte, Olivier, je ne sais pas qui veut. Alors moi, j'ai une Olivier. question à poser à Charlotte. Ouais. C'est est-ce qu'on peut imaginer un Willy's pour les Joëlettes ou pour les vélos adaptés? Les Joëlettes, c'est des espèces de chaises à porteurs, en fait, avec une roue en dessous qui permettent de transporter des personnes qui peuvent pas se mouvoir avec leurs jambes. Est-ce qu'on peut l'imaginer? Est-ce que vous pourriez faire une sorte de Joëlette partage? Là, il y a une joint venture qui est en train de se créer sous nos yeux. Waouh, en avant-première. Oui, c'est vrai que moi, je trouve que le collaboratif, ça a du sens, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que ça permet de mutualiser une ressource qui est rare et qui peut rendre service et qui peut créer de la valeur aussi économique.
Et c'est vrai que c'est déclinable à l'infini. Et ça permet d'avoir une offre beaucoup plus riche, à un prix beaucoup plus accessible, ce qui est aussi un vrai sujet pour une population en situation de handicap. Donc, carrément. Voilà. Carrément. C'est le début d'une réponse, non? C'est le début d'une réponse et vous l'avez faite à deux, alors. Merci beaucoup, Charlotte de Villemorin. Willy, c'est le nom de la start-up que vous avez créée. Olivier Rasmont, journaliste au Monde, on vous retrouve dans nos colonnes et sur notre site internet. Et puis on va retrouver tout de suite la marraine et le parrain de cette série d'émissions sur les mobilités de demain, Nathalie Appéré et Michel Lusseau. Nathalie Appéré, Michel Lusseau, on se retrouve pour la conclusion à la fois de cette émission, mais également de ce cycle d'émissions. Il y a un mouvement qui s'appelle Marche Attaque, avec un hashtag devant. C'était en fait le nom d'une mobilisation, d'un appel à la mobilisation générale lancé par l'Association des Paralysés de France et qui a eu lieu en avril dernier. Il préconisait de s'engager pour la sensibilisation sur le manque d'accessibilité en France autour de 3 mots-clés qui étaient dénoncer, valoriser, proposer. Est-ce que ça vous semble être le bon triptyque ? Parce que ça met un peu en colère toutes ces situations-là quand même. En tout cas, c'est le mode d'action qu'a choisi l'association. Mais effectivement, ce rôle d'aiguillon, parce que quand on ne vit pas en situation de handicap, si on n'a pas cette attention, je pense qu'on passe à côté de ce qui peuvent être des difficultés du quotidien qui sont insupportables pour des tas de personnes qui aspirent à vivre leur vie et à vivre la ville. Donc, alerter, oui, évidemment, mais proposer. Et moi, je crois beaucoup à la participation citoyenne, à la construction, à la manière dont la ville, elle doit répondre à ce que sont les attentes, les besoins, être efficace en utilisant les réponses proposées par les usagers. Donc, construire ensemble dans des cadres les plus apaisés possibles. Et puis, apprendre la complexité ensemble aussi, parce qu'il ne suffit pas de dénoncer pour que la baguette magique permette forcément de réaliser immédiatement l'aménagement. Il y a des questions budgétaires parfois, des questions techniques, mais si on est capable de les partager, on sait être intelligent ensemble. Et en tout cas, englober tout ça dans une problématique générale. Philippe Croison le disait, on en a parlé avec Olivier Rasmont et avec Charlotte de Villemorin. Le côté, on vous fait des travaux et on change tout à cause des personnes en situation de handicap, c'est pas la meilleure porte d'entrée dans le système. C'est à la fois pour tous, et puis c'est aussi quitter les questions parfois d'accessibilité au sens strictement physique, parce que c'est les premières réflexions qui viennent. Le fauteuil, est-ce que le fauteuil passe? Mais quand on pense l'accessibilité, on pense aussi les contenus. Dans un musée, par exemple, il suffit pas de pouvoir rentrer, il faut aussi que les œuvres puissent être rendues accessibles, quel que soit le handicap. Donc c'est aussi l'invitation à aller plus loin que les seules mobilités. Michel Lusseau. Bon, moi, je n'aime pas trop la dénonciation, mais je peux comprendre que dans certains cas, elle soit... la colère, tout à fait. Je suis moi-même assez souvent encoléré par ce que je vois. Mais je crois que nous avons d'abord besoin de faire de bons diagnostics. Olivier Rasmont le disait dans un autre de ses débats, très souvent, on fait déjà les mauvais diagnostics. Et ça demande déjà d'observer les situations urbaines et territoriales. Il y a un défi de connaissance absolument colossal. En réalité, parfois, on agit sans avoir fait les bonnes observations. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait préjudiciable à l'intérêt général. Ensuite, je pense qu'on a besoin, comme Nathalie Appéré vient de le dire, de problématiser en acceptant la complexité des situations que nous observons. Aucune situation n'est simple. Aucune situation ne peut être réglée par une seule action simple. Nous avons besoin de nous réapproprier la complexité. Le yaka faucon ne donne pas de bons résultats. Et malheureusement, nous avons parfois des acteurs politiques, institutionnels ou des intervenants sociaux qui ont toujours tendance à considérer qu'ils ont la bonne idée qui va permettre de tout traiter. Et puis, enfin, nous avons besoin de converger. Le rôle de la politique n'est pas de mettre tout le monde d'accord. Le rôle de la politique, c'est de rendre les convergences possibles entre les personnes qui sont en désaccord. Et faire une bonne politique, c'est, notamment en matière urbaine, permettre que des gens en désaccord pour des raisons qu'il faut respecter puissent converger au service d'une action qui va être une action qui va développer le bien public, l'intérêt général, mais qui va aussi développer finalement aujourd'hui ce que j'appellerais l'intérêt environnemental collectif, c'est-à-dire qui va nous permettre de faire face aux conséquences du changement global. Il y a un énorme travail à faire et ce travail nécessite l'implication de tous les acteurs dans leurs positions respectives et une implication au service de cette connaissance et de cette convergence.
Merci beaucoup. Michel Lusseau, vous êtes géographe. Je rappelle, votre dernier ouvrage paru, ce sont ces chroniques de Géo Virale que vous aviez commencé à rédiger un peu au fil de la plume, je crois, pendant le premier confinement. Nathalie Aberré, merci beaucoup. Maire de Rennes depuis 2014, présidente de Rennes Métropole depuis 2020. C'est la fin de cette émission spéciale. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes de cette série sur les mobilités urbaines de demain. On y parle aussi véhicules électriques, transport connecté et hydrogène. À très vite sur lemonde.fr.